Donc nous allons passer à la table ronde. Bonjour à tout le monde. Je me présente, Michel Rodier. Je suis le responsable du service d'endocrinologie du CHU, plus près du CHU de Nîmes. Voilà. Donc je vais demander à tous les intervenants de venir sur la scène pour répondre aux questions. Voilà, s'il vous plaît. Et je crois qu'il n'y avait pas que les intervenants. Je crois qu'il y a au moins une diététicienne, je ne sais pas si elle se reconnaît, au moins une psychologue, et puis Marine va m'aider si j'oublie quelqu'un d'autre. Une ou un, c'est vrai qu'on utilise souvent le féminin. Hein? Et un anesthésiste. Voilà, donc si toutes ces personnes veulent bien venir, on va... Diététicien, anesthésiste, psychologue. C'est vrai que souvent on utilise le féminin, mais si on se retrouve que des hommes, ça va quand même être embêtant pour la parité, là. On a prévu que des hommes. Bon, on fera attention à la parité la prochaine fois. Moi j'ai une question préalable. Ah, je crois que tu avais une femme. Non, j'ai pas de ça sort pas de mon chapeau. Dans le service, il y a beaucoup de médecins de sexe féminin, mais là j'ai pas de diététicienne. Une petite question, moi je voudrais au préalable, s'il vous plaît. Il n'y a pas des chaises, si Marie nous descend des chaises. Et on fait la seule femme, on l'a fait travailler. Une chaise ici. Donc on a vu que les organisations étaient un petit peu différentes, certaines plus académiques que d'autres. J'aimerais donc les gens qui ont présenté, j'aimerais qu'ils nous éclairent un petit peu sur le vécu de ces RCP. Est-ce que ces RCP physiques sont vécus comme une contrainte ou sont vécus comme un progrès? Voilà. Je pense que celui-là ne marche pas. Donc là, on va essayer de... Alors, au début, c'était une contrainte, parce qu'il fallait, ce qui était vraiment pas facile, c'était de trouver un moment pour que tout le monde soit présent, et ce qui n'était pas facile en fonction des occupations de chacun. Maintenant, c'est bien rentré, ça fait plus de 3 ans et demi, 4 ans que ça dure, ça devient utile. Maintenant, tout le monde reconnaît l'utilité. Je pense qu'il faut vraiment que ce soit physique et non pas virtuel, ou alors essayer de contacter par lettre, parce que c'est tellement important de pouvoir, de connaître le ressenti de chacun sur ce qu'il a vu pendant le bilan, que nous, maintenant, on ne pourrait plus s'en passer. C'est absolument indispensable. Moi, je voudrais dire un mot. Il y a très peu de disciplines en France, à l'heure actuelle, à part la cancérologie, où vous avez une organisation du public et du privé sur ce mode-là. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des vilains petits canards dans l'organisation au niveau de la chirurgie bariatrique. C'est vrai que c'est plus souvent en privé qu'en public, on ne va pas non plus se leurrer. Mais ce qui a été présenté quand même ce matin montre qu'il y a un effort qui est fait depuis plusieurs années maintenant, avec des résultats qui expliquent qu'il y a autant d'interventions qui sont réalisées et finalement des taux de complications graves qui sont quand même de moins en moins importants, on va dire. Le fait est qu'il va y avoir un contrôle par la Haute Autorité de Santé, et nous on va être impliqués là-dedans parce que on en a parlé ce matin, c'est le délai de préparation de 6 mois, il est important. D'ailleurs, mon collègue de Perpignan, il a mis 4 à 6 mois, il faudra qu'il m'explique le 4 mois. Il y a des recommandations à 6 mois minimales, et ça va être contrôlé parce qu'on est convaincu que c'est les gens qui sont préparés trop vite qui vont avoir les complications, je vous le redis. Donc l'HAS est en train de travailler là-dessus, on va aller dans les dossiers avec un groupe d'experts pour vérifier, et je pense que ça obligera un peu les vilains petits canards qui ne sont pas obligatoirement présents aujourd'hui à respecter des règles de base. Voilà. D'autres commentaires? Il faut appuyer sur celui-là ou pas? Où il marche? Il marche pas? Si, il marche. Prenez celui-là. Prenez celui-là, monsieur. Oui, ça marche? Oui, il faut le mettre oui. Donc, moi, je considère que les RCP ne représentent pas du tout une contrainte. Par contre, il est difficile de parler de patients qu'on ne connaît pas. Et c'est pour ça que moi, j'insiste sur le fait qu'il faut que tous les patients soient absolument vus par la psychiatre du groupe et par l'endocrinologue du groupe. Pour le reste, le cardio, le pneumo, peu importe. Mais au moins pour ces 2 spécialistes, je crois que c'est tout à fait indispensable. Donc, une connaissance réelle du patient est indispensable. Hein. Bon. Est-ce que vous voulez intervenir? Oui, donc
Oui, je me présente, je suis Gilles Bénistan, je suis médecin anesthésiste à Nîmes, l'anesthésiste de service. Donc, la RCP ne concerne les anesthésistes dans notre activité que pour une part des patients. Vous avez vu le score. Donc, ce score, pour nous, c'est un indice de gravité. À partir du moment où ils ont un score supérieur ou égal à 1, donc 2, 3, 4 ou 5, ce sont des patients qui sont éligibles, qui ont un risque important de mortalité post-opératoire. Et c'est cela qu'on va discuter avec le chirurgien et plusieurs anesthésistes, non pas un anesthésiste. C'est-à-dire qu'on réunit plusieurs anesthésistes du groupe, on est 14 en tout, il y a en gros un tiers des anesthésistes qui assistent à ce type de réunion tous les 2 mois. Les autres, on ne les voit pas. Ceux qu'on estime être sur un score entre 0 et 1, avec un risque faible, on ne les voit pas dans le cadre d'une ERCP formalisée. Ils sont vus en consultation d'anesthésie. Quelqu'un l'a dit ce matin, la consultation d'anesthésie apparaît comme étant le filtre ultime. Et ça, c'est une position difficile. Et la RCP nous a bien aidés. C'est-à-dire que quand on n'est pas, même avec un score 0 ou 1, et qu'on se dit sur le plan psychiatrique, on ne le sent pas, on dit on va le mettre au staff. Donc ça ne concerne pas que les patients à risque par rapport à leur comorbidité. Parce que tout d'un coup, d'une décision personnelle du chirurgien d'anesthésiste, on rentre dans une décision collective. Et ça, c'est un véritable apport pour nous. Ensuite, on s'est organisé, on prend le temps qu'il faut. C'est du temps en plus. Hein. Ça se passe à 19h, après le bloc opératoire et après les consultations. Et ça se finit quand il n'y a plus de dossier. Et le faire plus, s'il faut, on le fera, mais ça sera compliqué et ça va prendre du temps. Voilà ce que je pouvais faire, ce petit témoignage sur l'anesthésie. Donc, la consultation d'évaluation, avant même qu'on ait une programmation, c'est vrai qu'on a un rôle un peu à part et de filtre bien souvent. Merci. On va donner la parole à la salle. Madame, vous pouvez parler fort ou... Non, bon. Donc attendez le micro alors. Ça n'a pas l'air possible. Je voulais juste... Allez-y, vas-y. Ouais, je voulais juste préciser que pour nous, les consultations d'anesthésie, on les voit tous, on présente tous les patients parce que les patients ont tous été vus. On fait le bilan sur 2 jours. Ils doivent avoir la semaine précédente la consultation avec l'anesthésiste. Donc de manière systématique, tous les patients sont vus. Et comme ils passent tous en RCP, l'anesthésiste est là, il revalide tout. Voilà. C'est à vous. Alors, c'est juste une petite question. Mettez-le près parce que... Vous l'avez avec le micro. Voilà, est-ce que ça va? Ouais, ça va. Oui. Quel est le rôle un peu plus précisé de la nutritionniste dans vos réunions, dans la mesure où les gens qu'on vous envoie, moi-même en tant que médecin nutritionniste, ont déjà été vus, suivis pendant pas mal de temps, d'un point de vue nutritionnel. Et moi, j'ai des retours de patients qui me disent... alors, dans vos réunions, ils n'y sont pas, les patients. Et donc, la nutritionniste, comment elle peut parler d'eux, puisque c'est les autres médecins nutritionnistes qui les ont suivis déjà pendant plusieurs mois. Qu'est-ce qu'elle fait avec? Est-ce que son rôle, c'est juste de dire, de vous écouter, puis après, de voir le patient pour lui expliquer le post-op? Ou est-ce que le patient est re-interviewé par la nutritionniste? Parce que ça les barbe un peu, dans la mesure où nous, on a déjà fait le travail, je pense, les nutritionnistes, et que si on les envoie à la chire, c'est qu'on est démunis. Et donc, je ne m'explique pas trop. Voilà. La question que vous posez, c'est celle de la redondance des interventions. Oui. Parce souvent, on se sent un peu dévalorisé, pardon. Moi, je me sens un peu dévalorisé parfois, parce que je me dis, tu sers à quoi? Voilà, finalement, à part envoyer à une équipe chirurgicale. Comme si notre boulot en amont n'était pas intéressant, comme si on n'avait pas su faire, je sais pas. C'est un peu... Je vais vous laisser répondre, mais c'est une pathologie complexe et on s'aperçoit très souvent, au travers de ces interventions apparemment redondantes, que les réponses peuvent être différentes. Si vous voulez répondre. Alors, nous, systématiquement, tous les patients dans toutes les spécialités sont revus par quelqu'un de l'équipe dans chaque spécialité. C'est systématique. Pour les nutritionnistes, systématiquement, normalement, le nutritionniste nous envoie son dossier avec son examen. La nutritionniste revoit ça avec la diététicienne. Et ensuite, dans le suivi, mis à part la première consultation post-opératoire, après, on remet le patient entre les mains de son nutritionniste.
Mais il ne faut pas le vivre comme une... il ne faut pas vous sentir à part. C'est-à-dire que nous, c'est systématique. Et je pense que c'est bien que chaque patient soit vu par la même équipe qui a l'habitude de travailler, qui se connaît bien et qui permet de trouver des petites failles ou des petites choses auxquelles peut-être vous n'auriez pas pensé. C'est peut-être complètement oui, tout absurde. à fait d'accord. Mais en fait, c'était juste pour préciser. C'est-à-dire qu'en fait, elle voit le patient pour faire l'état des lieux d'où il en est, au niveau nutrition. Pour faire oui, exactement, l'état des lieux, pour revoir bien sûr les antécédents en fonction de ce qu'on aura eu comme renseignement. Mais il arrive bien souvent, c'est la même chose avec le psychiatre, que notre psychiatre ou un des nutritionnistes téléphone ou demande des renseignements complémentaires. Ça arrive très fréquemment. Romy, juste, c'est important d'évaluer la motivation des gens. On s'est aperçu que les gens qui étaient les plus motivés allaient voir le médecin nutritionniste pour préparer à comment ils allaient manger après l'opération et essayer de mettre en place avant l'intervention des règles. Et nous, vraiment, sur le CHU de Montpellier, on a l'impression que les gens qui sont, alors ça ne se dit pas en français, mais compliants, c'est-à-dire qui vont à ces préparations chez le médecin nutritionniste, même si tu as l'impression que tu as un échec, et des fois de ne pas prendre du poids, c'est déjà un résultat intéressant chez ces patients-là. On est pratiquement convaincu que derrière, tu les garderas au suivi et tu auras moins de complications. Donc il y a tout le côté préparation. Moi, je considère aussi le côté information parce que les gens qui viennent me voir, ils attendent qu'une chose, c'est savoir la date de l'opération. Et on a fait une étude avec nos diététiciennes, nos stagiaires, où ils sortent avec 10% de choses positives de la consultation. C'est-à-dire que tu leur fais une interview sur ce que je leur ai dit, ils s'en rappellent de 10%. Donc les messages, on a besoin de les rabâcher, leur faire comprendre qu'il y a un risque de décès. Avant, il y a 8 ans, pour être honnête, c'était la chirurgie, c'est super, vous voyez, vous allez perdre du poids, vous allez revivre. Ils appellent ça la renaissance. C'était mon discours d'il y a 5 à 8 ans. Maintenant, mon discours, c'est vous savez que vous risquez de décéder. Voilà, tu vois le changement, et après je leur dis l'avantage qu'ils vont avoir. Mais on a évolué sur ça, c'est-à-dire que à un moment donné, cette chirurgie, elle s'est imposée à nous. On en fait 15 par semaine. Donc c'est extraordinaire, sauf qu'il y a des risques aussi. Et que cette information, c'est ton rôle aussi de dire à ces patients, voilà, la chirurgie, ça va vous aider à perdre du poids, mais si vous voulez maintenir la perte de poids au long cours, il y aura de toute façon un suivi régulier, il y aura l'activité physique à mettre en place. Il faut arrêter de leur faire croire que c'est le miracle. Et tu le sais très bien, encore plus que nous, même si nous, on a l'impression... on voit des résultats extraordinaires. Je veux dire, nous, on est tous convaincus que c'est une chirurgie extrêmement utile. Sinon, on ne continuerait pas. On ne fait pas ça pour gagner plus d'argent. C'est pas l'objectif. Tout à fait d'accord. Mais on arrive aussi à une dérive, ces temps-ci, que j'entends au cabinet, des gens qui vont manger plus pour pouvoir se faire opérer. Et de plus en plus, je l'entends au moins une fois par semaine. C'est vrai. Le problème, c'est qu'il y a des gens en obésité modérée qui sont extrêmement gênés, des gens qui sont à 33, 34, qui sont très gênés au niveau qualité de vie, qui aimeraient pouvoir bénéficier parce qu'il y a aussi une notion de alors certains parlent de facilité, mais c'est tout sauf facile. Vous prenez un risque d'aller se faire opérer. Mais c'est vrai qu'aller dire à quelqu'un tu es à 34 et on ne t'opère pas parce qu'on a décidé que c'était à 35, c'est extrêmement délicat. Il y en a qui vont te dire mais presque je le comprends. C'est-à-dire que moi, j'aurais un ami à 35 qui aurait été opéré, qui aurait perdu 20 kilos et qui aurait une qualité de vie améliorée, et moi, je serais à 34, sauf qu'il y a des règles, tu vois, et que les règles, il faut qu'on les respecte. On est en train d'étudier au niveau international les résultats de la chirurgie entre 30 et 35 chez le diabétique de type 2. Les premiers résultats qui sortent sont que c'est intéressant pour les patients. Sauf que si tu dois opérer les patients entre 30 et 35, ça devient de la folie, quoi. Donc je pense qu'il y a vraiment la place pour le traitement médical. Antoine ne me contredira pas dans cette catégorie de patients-là. Occupons-nous déjà des supérieurs à 35. Et c'est vrai que c'est délicat. Moi, je suis d'accord avec toi que c'est très délicat quand tu as un patient qui vient à 34 qui te dit je vais boire 2 litres d'eau avant de venir ou je vais me tasser sur la mesure. Il faut être honnête. On sait très bien que quand tu mesures les gens, si tu appuies un peu plus, tu lui fais perdre 1 centimètre. Et tu vas passer à 35, tu vois. Il faudrait peut-être faire passer d'un point de vue médiatique, parce qu'il y a beaucoup de médiatisation autour quand même de la chirurgie bariatrique, de faire passer que c'est grave, pas que des émissions de télé qui montrent. Mais non, mais quand tu vois que les émissions de télé, c'est un mec qui en a fait 10
de chirurgie bariatrique à Béziers qui est passé sur France 1 à TF1 et qui allait expliquer que c'était l'obésité, c'était pas une maladie chronique, on marche sur la tête. Donc la communication, c'est à nous de la faire entre nous. On n'a pas besoin des médias. La communication, c'est interprofessionnel. Et si on respecte les règles, on avancera. Je voudrais rajouter un petit mot quand même sur les médecins nutritionnistes. On est là le CSO pour l'organisation du maillage du territoire et du repérage pour la prise en charge. On ne se doute pas que les médecins qui sont ici sont des médecins intéressés et qui veulent bien faire, mais on a quand même un petit problème de la définition du médecin nutritionniste en France. Si un bon nombre d'entre vous, je vais peut-être me faire sortir, je vois un bon nombre de médecins ici qui ont l'étiquette de médecin nutritionniste, mais vous le savez bien, et nous avons intérêt à officialiser cette reconnaissance. Pour l'instant, vous savez très bien qu'on peut prendre le titre, la spécialité de nutrition n'existe pas. La seule validation, qualification reconnue est le DESC de nutrition qui ne donne pas une spécialité. Donc un certain nombre de médecins qui s'appellent médecins nutritionnistes pratiquent certainement très très bien, mais ne nous masquons pas que nous savons bien que ça n'est pas le cas de tout le monde. Ça serait quand même se masquer les yeux, et encore une fois je prends le risque, j'espère que vous n'avez pas de tomates ou de trucs comme ça, mais ça serait... oui, vous visez bien, s'il y en a, visez bien, vous remarquez, je me suis penché vers... je me suis dit si c'est ni moi qui pouvais prendre les tomates, bon... Non, on va pas lancer ça ici. On s'entend très bien et donc on va essayer de pas prendre de tomates ni les uns ni les autres. Mais vous savez bien qu'il y a toutes les pratiques. Donc l'idée du CSO, c'est quand même de mailler le territoire, de donner des références, d'avoir un annuaire. Vous savez qu'on a une problématique. On peut pas trop afficher qui fait bien ou pas parce qu'on n'a pas le droit à la publicité, y compris le CSO n'aura pas droit, autrement on aura le conseil de l'ordre dessus. Mais il faut faire un tri de qui est le médecin nutritionniste qui respecte les règles et les recommandations, et quel est le médecin nutritionniste qui ne le fait pas. Ça n'est pas vrai que tout le monde le fait. Donc, effectivement, les médecins nutritionnistes sérieux, il faut que, dans la mesure du possible, ils essayent de demander la validation du DESC. Il faut qu'ils se rapprochent des centres qui auront été montrés comme référents dans le cadre du CSO. Il faut qu'ils mettent des modes de pratique avec eux. Et je pense que dans le cadre des RCP, il pourrait très bien y avoir une entente avec les équipes médico-chirurgicales pour voir quelle est la part du travail qui est faite en ville. Mais de toute façon, quand on va sur les centres privés, c'est bien fait avec la ville. Donc, qui est l'endocrinologue, qui est le médecin nutritionniste, est-ce qu'il y a suffisamment d'endocrinologues, est-ce qu'il faut des médecins nutritionnistes, quelle est la collaboration entre chacun, ça me semble être des questions essentielles pour le maillage du territoire et un circuit de qualité de la personne qui a des problèmes de poids en essayant d'éviter qu'un maximum arrive à la chirurgie. Mais je rassure les chirurgiens, je ne suis pas en train de leur enlever le travail, parce qu'il y en aura toujours qui y arriveront. Parce qu'effectivement, médicalement, on n'arrivera pas à freiner pour l'instant l'évolution. J'espère qu'un jour on y arrivera, mais il y a encore du temps. Nous serons tous en retraite. Comme j'ai le micro, j'en profite. Je suis là, j'ai le micro. C'était bon. Allez, vas-y. Donc c'était pour un commentaire par rapport à la place du médecin nutritionniste et pas rentrer dans le débat qui est qui est quoi. C'est plus de dire que souvent les messages, quand on donne des messages nutritionnels à un patient qui veut maigrir en dehors d'un projet de chirurgie, c'est certains types de messages, certains types de prise en charge. Et une fois qu'il bascule dans l'idée de la chirurgie, c'est un autre type de message. Et en pratique, c'est rarement la même personne qui est capable d'accompagner le patient dans un premier temps, dans une prise en charge médicale, et la même personne qui va pouvoir l'accompagner sur la chirurgie. Au sein de l'équipe. C'est un avis. On va, si vous voulez, on va changer un petit peu de sujet. Au sein de l'équipe, on a des gens très compétents dans des domaines d'expertise, mais qui, pour différentes raisons ou différentes casquettes, même de positionnement vis-à-vis du patient, ne vont pas se lancer dans la prise en charge spécifique pour une chirurgie. Et ils ont toutes les compétences par ailleurs, ou les titres, etc. Donc parfois c'est pas forcément redondant parce qu'il y a une spécificité, puis ça sera, je pense, abordé tout à l'heure avec l'éducation thérapeutique, de cette phase-là. Alors soit c'est des gens qui peuvent faire les deux, et pourquoi pas, soit c'est des gens qui passent la main à d'autres personnes et qui retrouveront après les choses. Et pour défricher notre propre terrain, pour les endocrinologues, il y en a qui s'occupent d'obésité, il y en a qui s'occupent pas d'obésité. C'est pas grave, chacun a son travail et on collabore les uns les autres en fonction du temps. Merci. Donc Véro, et après c'est madame et monsieur. Voilà. Et après vous.
Je voulais juste rebondir un peu sur la question de la redondance et replacer dans la table ronde qui est la nôtre sur la place de l'intérêt de la RCP. C'est qu'on est dans le cas de la chirurgie bariatrique sur des RCP un peu originales, au ce sens qu'on se différencie de la cancérologie, où on a des marqueurs tumoraux, on a des bilans iconographiques et où au fond on a des guidelines assez clairs pour trancher la bonne prise en charge pour le patient. Là, dans la problématique de la prise en charge d'un patient obèse, les choses sont beaucoup plus complexes et vous le savez tous. Et je pense que phénotyper un comportement alimentaire, c'est difficile, c'est laborieux, c'est l'histoire de la vie d'un patient. Je pense qu'on est tous acteurs et c'est là l'intérêt des redondances entre les médecins, les psychologues, les diététiciens et maintenant même, je m'en réjouis, les chirurgiens, pour arriver justement à terme à savoir si on se situe dans un feu orange ou dans un feu vert. Et donc je pense que la redondance est extrêmement riche parce qu'on voit bien dans les RCP physiques qu'on a des échanges et parfois des points de vue qui ne sont pas forcément les mêmes. Merci, c'est à vous. Vous vous souvenez plus de la question? J'en ai eu beaucoup. Ça fonctionne? J'en ai eu beaucoup là en vous. Allez-y, mettez-le plus près. En vous écoutant. Moi, je suis Nathalie Secofodou, je suis médecin dans le Gard et j'exerce en psychosomatique. Donc, c'est vrai que je traite aussi de la nutrition. J'ai suivi votre DU avec beaucoup d'intérêt. Je suis partie de l'histoire du feu vert, feu orange, feu rouge et ça m'a fait remonter dans les propos au début, puisqu'on est parti de la prévention et on est passé à la chirurgie. Et je voulais parler aussi des patients, du mode d'entrée dans l'obésité à la suite des prises en charge, on va dire, purement diététiques, qui parfois durent une vingtaine d'années, hein, et notamment des troubles du comportement alimentaire, ou bien qui ont été induits par ces prises en charge, ou bien qui s'en sont aggravés. Hein. Et tout à l'heure, professeur Noka, tu parlais de l'intolérance avec on était l'anneau. à la fac ensemble, hein, c'est pour ça qu'elle me tutoie. Ah bon? Pardon. Avec l'anneau, hein, et souvent ce sont aussi le reflet de troubles, on va dire au sens large, hein, de troubles du comportement alimentaire qui n'ont pas été, on va dire, apaisés, réglés en amont. Donc c'est vrai que dans la concertation pluridisciplinaire, il y a à la fois la réflexion et la préparation. Il me semble que la réflexion et la préparation sont deux choses assez distinctes. Hein, parce que après la réflexion autour d'une indication de chirurgie, on va créer un projet thérapeutique qui va être à plus ou moins long terme. Et ensuite, dans ce projet, il va pouvoir y avoir une préparation si l'indication est posée. Donc j'avais une question, mais j'ai encore quelque chose à dire. C'était, là vous avez la chance, hein, à l'hôpital, effectivement, pour les réunions, c'est plus pratique, puisque nous, en libéral, ben, c'est extrêmement compliqué, hein, c'est pas sur le temps de travail. Je voulais savoir de quelle manière et qui était l'interlocuteur du patient pour signifier surtout le feu orange, parce qu'effectivement, il faut l'expliquer, avoir des solutions à proposer aux patients, comment ça se fait, hein, pour pas que ce soit une punition. Vous avez parlé aussi des diététiciens et des psychologues, et tout à l'heure, quelqu'un a parlé de quelque chose autour de l'oralité. Il me semble que c'est pas aussi facilement saucissonné, c'est pas clivé, puisque ça c'est une problématique globale, hein, à reprendre dans la vie du patient. Donc c'est quand même quelque chose d'assez long, hein, que vous pouvez faire en équipe. Vous avez aussi parlé de manger pour se soulager, professeur Avignon tout à l'heure au début, c'est le terme que j'avais noté. Et effectivement, il me semble quand même que dans la prise en charge de ces patients, même s'ils sont éligibles, hein, je reprends ce terme à la chirurgie, il faut aussi leur proposer d'autres solutions pour ne pas être confrontés ensuite à des échecs ou à des reprises opératoires. Hein,
ça me parlait effectivement du décès du patient, mais qui ne vient pas de là. C'est une profession de foi, là, que vous faites, là, un petit peu. Oui, mais je pense que c'est quand même très, très important parce que j'entends parfois au niveau de la chirurgie que l'on dit du patient opéré, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Et c'est vrai que moi je reçois quand même pas mal de patients où effectivement non, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été réglées en amont, qui n'ont pas été vues. Parfois elles apparaissent après aussi, et où là il faut reprendre le travail depuis le début avec des patients encore plus désespérés. Donc oui, c'est une profession de foi. Et ta question, c'était quoi, Nathalie? Donc ma question, c'était d'abord des propositions d'y être attentif aussi. Souvent, vous parlez dans les RCP, psychologue ou psychiatre. Il me semble que ce n'est pas la même chose. Oui, c'est important parce que on parlait des étiologies multifactorielles aussi de l'obésité. Il y a aussi des choses qui relèvent quand même de choses extrêmement personnelles, et donc de la thérapie, pas forcément des profils particuliers. Il y a un problème sur ça, je te coupe, parce qu'il y a un problème à l'heure actuelle, c'est qu'en termes de formation sur l'obésité sévère, en tout cas, les psychologues et les psychiatres sont très peu à s'intéresser. Ils sont plus intéressés par la boulimie vraie, qui est une contre-indication, ou l'anorexie. Et on a très peu de correspondants en psychiatrie. On voit revenir souvent des patients avec un certificat, pas de contre-indication psychiatrique, très peu étayé. Et je pense que c'est important de justement essayer de diffuser de la formation sur ce thème-là. On est en contact avec la Société française de psychiatrie pour essayer justement de mettre en place des formations, parce que je pense qu'à Nîmes c'est pareil, mais trouver des bons correspondants psychiatriques sur ce thème qui savent ce que c'est les contraintes de la chirurgie derrière, c'est pas si simple que ça. Donc ma question, c'était à propos du feu orange et du feu rouge. Alors, c'est important. Est-ce qu'on peut faire... De quelle manière est-ce que c'est, on va dire, communiqué aux patients? Est-ce que c'est en équipe? Et quel est le projet en cas de feu rouge ou de feu orange? On va essayer de répondre pour le feu orange. Est-ce qu'il y avait une psychiatre qui... alors un psychiatre, je ne sais pas, qui pouvait éventuellement... J'ai une question, moi, à David Noca, donc en tant que psychiatre. Quelles sont pour vous les indications d'échec en post-opératoire, vos indications cliniques, vos repères cliniques qu'il y a un échec, qui seraient d'origine psychologique pour vous et qui vous font finalement regretter d'avoir retenu l'indication chirurgicale? Alors ça, c'est une bonne question qui a été étudiée. Dans certaines séries, on a eu il y a eu des suicides de façon extrêmement importante. Et le suicide, c'est un patient qui n'a pas été bien évalué au niveau psychiatrique en préopératoire, avec une décompensation d'une addiction qui n'a pas été anticipée, tu vois. Donc c'est surtout sur le mode suicide. Il y a un autre mode psychiatrique qui est un échec, parce que ça va entraîner une complication. Pas un échec sur la perte de poids, une complication, c'est les boulimiques. On a des techniques, que ce soit la sleeve ou le bypass maintenant, où si tu manges trop vite de façon compulsive, tu risques de faire péter les lignes d'agrafage. Parce que les fistules, puisque ça s'appelle des fistules, sont consécutives à une hyperpression dans les tubes gastriques ou dans les poches gastriques. Et ça, si les gens sont en mode compulsif fort, on a un risque majeur. Donc on essaye surtout d'aller sur ce thème-là, de dépister les boulimies vraies, dépister les dépressifs sévères, les anorexiques, tu vois, qui ont repris du poids. Enfin, c'est surtout sur ça. Les schizophrènes, on en opère stabilisé maintenant, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait un cercle vicieux entre le traitement que vous donnez et la prise de poids. Et on a eu des résultats intéressants qu'on va évaluer, mais toujours en stabilité. Donc on a besoin de savoir si le patient est stable, pas stable, et dans ces cas-là, on décale s'il n'y a pas de stabilité. C'est une contre-indication qui devient presque relative, alors que ça a été marqué en 2009 comme une contre-indication, tu vois, noir sur blanc. On a évolué depuis 5 ans, il faut qu'on les refasse, ces recours, il y a des choses qui ont changé. Mais je crois qu'il y a une place à la chirurgie chez le patient traité par les psychotiques notamment. Mais c'est vrai qu'il y a eu certaines séries avec des taux de suicide importants, et on est convaincu que c'est un manque de préparation et d'évaluation au départ. Une question à droite, s'il vous plaît, là, et puis je vous donnerai la parole, madame, ne vous inquiétez pas, parce que vous avez soulevé une question importante. Merci, bonjour. Moi, c'est 2 questions, en fait, dire très rapides. Bon, moi, je suis Laurent Pasqua, je suis chirurgien à l'hôpital à Béziers, donc j'ai rien à voir avec certaines émissions de télé. Et moi, c'est juste, bon, on voit évidemment que tout est question d'hyperformation, pour chacun.
Donc il y avait un des orateurs qui avait parlé d'une formation spécifique pour les anesthésistes. Donc comme nous, c'est une activité que l'on est en train de développer, moi j'aimerais savoir quelle est la formation pour les anesthésistes, parce que c'est vrai qu'ils sont tous très craintifs et c'est quelque chose que l'on comprend tout à fait, et deuxièmement, c'est aussi une question très très pratique par rapport au RCP. Donc on voit que c'est très difficile d'arriver à réunir effectivement tout le monde, toutes les spécialités autour de la table. Donc juste, à très pratique, vous les faites quel jour et surtout à quelle heure de la journée? Voilà. Le mardi à 7h35. Bon, nous, mercredi, 9 à 11, tous les 15 jours, et 7 vient le soir tard, 18-20h, une fois par mois. Ouais. Pardon. Pour la formation, s'il Voilà. vous plaît. Oui, ça marche. Alors, moi, je travaille avec Jacques Flessler depuis 20 ans, donc on a appris ensemble, en fait. Et on a suivi tous les congrès, tout ce qui se pouvait se dire en chirurgie bariatrique dans les congrès. Je vous l'ai dit, on est une grosse équipe. On a une habitude, c'est-à-dire que chaque fois que l'un d'entre nous part en congrès, il fait un compte-rendu de ce qu'il entend. Et donc, ça fait plusieurs années qu'on cible les présentations autour de l'anesthésie de l'obèse. Et ça donne lieu à un compte-rendu systématique, quasiment tous les vendredis matins, de 7h30 à 8h. On a une réunion ou de dossiers, ou de compte-rendu de congrès. Voilà comment on s'est formé. On n'a pas suivi de DU spécifique d'anesthésie bariatrique. Je ne crois pas que ça existe d'ailleurs. À moins qu'au millénaire, ils aient trouvé quelque chose de spécifique. Non, pour nous, non, on l'a pas trouvé, mais en fait, ils se sont déplacés. Ils ont les mêmes réunions que vous. Dès qu'il y en a un qui va en congrès, il fait un petit topo aux autres. Ils se sont déplacés dans tous les gros centres de chirurgie de l'obésité. Ils sont allés à Angers, ils sont allés à Lille, ils sont allés à Strasbourg. Et ils sont allés se former à tour de rôle, chacun là-bas, pour connaître tout ce qu'il fallait. Voilà. On oublie un truc quand même, c'est que la chirurgie de l'obésité et la chirurgie bariatrique, c'est une chose, puis il y a la chirurgie digestive de l'obèse. Il y a de plus en plus de cancer du côlon chez des gens de 200 kilos. Donc si le gars, il ne sait pas opérer, il ne sait pas endormir, il ne sait pas faire son travail. Donc je pense que l'ASFAR a des formations qui sont pour la chirurgie de l'obèse. On sait que c'est plus à risque, ils ont des niveaux de difficulté. Après, c'est sûr qu'il y a un petit intérêt spécifique parce que ça va revenir au niveau du matériel. Mais à l'heure actuelle, il y a la chirurgie bariatrique, mais pensez qu'il y a la chirurgie digestive chez le patient obèse massif, et il y en a de plus en plus. Hein. Donc oui, là, c'est pas... Je vous remercie de ça parce qu'effectivement, on n'opère pas que de la bariatrique. Donc, en gros, on endort 350 patients par an pour Jacques Flessler en bariatrique. Mais la prévalence, c'est quoi? C'est 10 ou 15% d'obèses en France aujourd'hui. Oui. C'est ça. Ils sont plus malades que les autres. Donc, en fait, c'est 20% de notre activité qui concerne des patients obèses, voire super obèses, en orthopédie, en chirurgie carcinologique et le reste, en endoscopie et tout et tout. Voilà. Donc, il faut se former demain. Enfin, il n'y a pas que pour la bariatrique, il faut savoir endormir l'obèse, probablement pas. Madame, c'est à Sabine vous. Breyel, voilà, merci. Sabine Breyel, bon, je suis médecin, je fais de la nutrition, en ville, exclusivement. Le problème, c'est le lien justement entre le malaise, le mal-être qui se dégage là, la problématique, c'est comment la ville et l'hôpital peuvent rentrer en lien. Et on a l'impression qu'en ville, on suit des patients depuis longtemps. J'ai été invitée par un chirurgien, monsieur de Seguin, à venir suivre les RCP au CHU. Donc j'ai vu c'était pas les débuts, c'était déjà bien en place, c'était super. J'y allais le mercredi matin pendant 1 an et je voyais tous les dossiers. L'équipe est top, génial. Il y a vraiment une écoute, il y a vraiment un suivi. Par contre, moi là-dedans, je connaissais pas les patients, donc j'écoutais, j'entendais. De temps en temps, je vous ai donné mon avis. En ville, j'ai 4 à 5 patients par an qui vont avoir un bénéfice par rapport à la chirurgie. Et là-dedans, j'y allais tous les 15 jours. Par contre, je n'étais pas vraiment impliquée. Je pense que l'hôpital, quand il y a les RCP avec des patients que nous, on connaît, nous invite et nous disent, ils vont passer en commission, venez et on en discute. Pour éviter que la ville soit sans arrêt à l'hôpital. Et je crois que ça, c'est pas il faut arriver à avoir un lien là-dedans et avoir vraiment une communication. À Perpignan, c'est super parce que j'avais fait une formation à Perpignan avec vous. Vous étiez tout seul avec, je crois,
diététicien, psycho, comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut se réunir. Là, je vois que vous réunissez, vous avez une super approche. Félicitations, parce que ça a beaucoup avancé. Voilà. Okay, et je pense que ça va venir, c'est en cours, et il faut que tout le monde travaille ensemble et se repère. Donc, au niveau de l'annuaire et tout ça, ça doit être mis en place. Et voilà. Donc la question des relations entre la ville et l'hôpital, effectivement, est une question fondamentale, pas que pour le problème de la chirurgie de l'obésité. Il y a une question en haut, il y a deux questions en haut. Il y a d'abord un monsieur qui a la chemise blanche, et puis un monsieur... Faire une petite remarque et demander l'avis de David. Je vais faire parce très que court. la RCP... Attendez, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. Je peux faire très court, déjà pour vous remercier, puisque vous avez donné la réponse à la question que vous posiez pour la table ronde. Donc on est d'accord, les recommandations de la HAS en termes de RCP, ça doit s'appliquer. Oui. En gros, c'est ce que vous avez tous dit. Moi, c'est mon avis. Non, mais c'est l'avis de tout le monde, alors c'est difficile à mettre en place. Ils sont même contents que ça existe. Oui. Voilà. Par contre, ce qu'on a entendu aussi, c'est qu'il y avait des attitudes un peu différentes en préalable à l'intervention. Les uns hospitalisent en SSR pendant 2 semaines, les autres en hospitalisation de semaine, les autres en hospitalisation de jour, les autres dans des prises en charge ou en tout cas des bilans qui sont faits en ambulatoire. On peut se douter qu'on n'en est pas encore au stade du consensus, mais on est bien d'accord, il faudra peut-être y arriver. C'est vrai qu'on voit bien que selon les équipes, il y a des attitudes différentes sur le sujet. Et ma question est très simple, c'est est-ce qu'on aura un référentiel sur le sujet ? Alors, pour avoir un référentiel, il faut avoir des datas. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on en parlait tout à l'heure, on ne sait même pas comment préparer d'un point de vue nutritionnel les patients à une intervention. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut faire un régime hyperprotéiné ? Il y en a qui font des régimes yaourt. Pendant un mois ou une semaine, ils mangent des yaourts tous les jours, ce qui paraît quand même aberrant. Donc on a vraiment à progresser sur savoir comment préparer ces gens. Donc on ne peut pas vous répondre tant qu'on n'a pas des datas. Il y a des études qui sont en cours au niveau national. Il n'y aura pas de consensus avant au moins 5 ans. Ça, j'en suis certain, vraiment. Après, c'est quand même difficile d'avoir une filière patient absolument monolithique, quoi. On est obligé de s'adapter aussi au cas de chacun. On a insisté sur le caractère global de la prise en charge, les possibilités de chaque individu, tant au plan social que familial, voire même intellectuel et psychologique. Donc je crois qu'il n'y aura pas qu'un seul trajet possible. Voilà, il me semble. Moi, j'ai une question plus pratique. Je suis pédiatre. Je change un peu de sujet. Je vous ai écouté depuis tout à l'heure de façon sérieuse sur la chirurgie bariatrique chez l'adulte et j'aimerais savoir s'il y a des indications, peut-être une question à Claire Jandel, sur la chirurgie bariatrique chez les adolescents, parce qu'on a quelques adolescents qui sont des obésités sévères avec des déformations. Et est-ce que vous avez une expérience de pouvoir intervenir chez des adolescents ? Merci. Qui ont été opérés dans la région. Il y a des grands adolescents, voire des adultes jeunes qui ont été opérés. Évidemment, c'est des cas de figure comme ceux que j'ai montrés tout à l'heure dans le cas de l'obésité tendant à 35 ou tendant à 40, avec déjà des comorbidités. Les recommandations HAS il n'y a pas réellement de recommandations au sens propre, puisque même dans le texte de l'HAS, il est noté que ça n'est pas vraiment une technique à adopter. Donc après, on peut au coup par coup, et ça va être l'objet justement de la mise en place de la RCP, et on n'a pas parlé de la participation de pédiatres, donc je pense que là, dans vos groupes respectifs, il n'y a jamais de pédiatre qui participe à ça. Pour l'instant, et ça sera, je pense, important, parce que là, pour le coup, la discussion des dossiers sera d'autant plus difficile, sachant que l'élément de pertinence le plus disons, difficile à évaluer, la notion de motivation, la notion de stabilité psychologique, la notion de maturité intellectuelle et psychologique, et puis surtout la typologie de la famille, parce que, encore une fois, on ne peut pas dissocier même un grand adolescent de la famille. Donc c'est ce qui est complexe. Juste pour compléter le propos de Claire, il y a quand même donc les recommandations de la HAS pour l'adulte, mais il y a les recommandations des sociétés savantes à l'heure actuelle. La chirurgie de l'adolescent doit être pratiquée dans les CSO.
C'est-à-dire qu'en dessous de 18 ans, c'est dans un registre national avec la participation, comme le disait Claire, d'un pédopsychiatre et d'un pédiatre de façon plus ou moins systématique suivant l'âge. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de publications qui sortent au niveau international. Et nous, on vient de publier nos résultats sur les patients entre 18 et 20 ans, et que c'est souvent les meilleurs résultats en termes de perte de poids à long terme. Pourquoi ? Parce que l'obésité n'a pas encore fait autant de dégâts qu'à 60 ans. Et tu as une réinsertion de ces jeunes, tant au niveau du travail, parce que tu as une discrimination au niveau du travail qui est colossale sur l'obésité massive. Tu as le côté, je trouve une petite amie, je suis avec des copains. Et c'est vrai qu'on a l'impression, et ça a été prouvé sur plusieurs publications de chirurgie bariatrique, que la chirurgie de l'obésité est la plus efficace entre 18 et 25 ans. Chez l'obèse, ça doit être fait dans des équipes expertes. Et donc dans les CSO, ça a été écrit par les sociétés savantes. Les publications françaises sont essentiellement des publications d'Angers, 18, d'Angers, de Lille, le milieu pédiatrique, avec un PHRC pour Angers, auquel on n'avait pas, nous, accepté de participer parce que c'était très préliminaire, et il y a une casuistique très réduite qui est de l'ordre de 20 patients sur plusieurs années. Donc c'est quand même encore des choses très ponctuelles. C'est très à la mode, et la question qu'on se pose, c'est quelle technique pour les adolescents ? Parce que quand tu parles de la sleeve gastrectomie, c'est enlever les 2/3 de l'estomac, tu as beaucoup de pédiatres qui se mettent la main sur la tête, comme les endocrinologues il y a 10 ans quand on disait qu'on allait le faire chez l'adulte, parce qu'ils disent quand même chez l'adolescent on va enlever les 2/3 de l'estomac, c'est risqué. Bon, donc il y en a certains qui veulent mettre des anneaux, alors qu'on a prouvé que à long terme, c'était une catastrophe en termes de qualité de vie, et qu'il y avait des reprises de poids constantes quand on l'enlevait, tu vois. Donc on est encore, et les complications, et on est encore en train de rediscuter ça. Le problème qu'on a à l'heure actuelle, pour être tout à fait honnête, parce qu'on n'a pas réglé tous nos problèmes, c'est le choix des indications. C'est-à-dire, tu vas au CHU de Montpellier, on va t'orienter plutôt sur une sleeve. Tu vas au Millénaire, on va t'orienter plutôt sur un bypass. Et il y avait une très belle diapositive de l'équipe de Perpignan de Jean qui mettait ce fameux rapport bénéfice-risque. Comment tu mets dans la balance, si tu veux, nous, notre mode de raisonnement à l'heure actuelle, pourquoi on fait plus de sleeve que de bypass, c'est parce qu'on considère et qu'on sait qu'à long terme, tu as une perte de vue de 50% des gens. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus revoir les patients. Et donc, une perte de poids, une perte de vue chez un patient qui a un bypass, ça a des risques majeurs de carence. Moi, j'ai des gens qui sont revenus avec les dents qui tombaient parce qu'ils n'avaient pas eu leur suivi derrière. Quand tu vois une personne en préopératoire, tu vas lui dire, il y a besoin d'un suivi. Elle va te dire, mais oui, docteur, évidemment, je vais venir au suivi. Mais qui va te dire qu'elle va venir vraiment derrière ? Tu vois le problème. Donc, c'est vrai que le rapport bénéfice-risque chez l'adolescent, il est encore plus subtil à évaluer, parce que tu as la notion, c'est un gamin. Sauf qu'un gamin qui fait 180 kg, pour moi, c'est un patient grave. Tu vois ce que je veux dire ? Et que lui enlever les 2/3 de l'estomac, imagine ce patient, s'il avait une tumeur à risque de dégénérescence dans le temps, tu enlèverais l'estomac, tu ne te poserais même pas la question. Tu comprends ? Donc c'est vrai qu'il faut qu'on ait cette notion de rapport bénéfice-risque. Il y a des indications sur le bypass, des indications sur la sleeve. L'anneau, c'est vrai que personnellement, je pense que c'est une technique qui est dépassée, qui a été utile parce que ça a prouvé qu'on pouvait faire de la chirurgie et aider les gens. Mais à l'heure actuelle, le bypass et la sleeve semblent être quand même des techniques qui sont adaptées s'il y a un suivi cohérent derrière. Et je pense qu'on a pratiquement résolu le problème de la préparation, que le prochain problème va être le problème du suivi. Tu disais tout à l'heure que tu ne voyais pas les gens en suivi, ou je ne sais plus qui disait qu'il n'y avait plus de suivi, mais les gens, ils n'ont plus envie de voir des médecins, ils veulent se sentir normal. Et c'est ça le problème qu'on a, c'est qu'ils ont besoin de voir des médecins parce qu'il y a potentiellement des complications médicales et chirurgicales, des occlusions, des fistules tardives, des choses comme ça. Donc le suivi est la vie durant, comme c'est marqué dans la Haute Autorité de Santé. Et il faudrait peut-être prévoir avec la CNAM que les gens qui ne viennent pas au suivi, comme en Suède, ils soient taxés. Alors j'ai dit ça une fois à la HAS, on m'a dit, mais tu es le Hitler de la chirurgie. Non mais c'est vrai, les patients ils s'engagent à avoir un suivi, ils ne viennent pas, il faut que quelque part, il y ait quelque chose qui leur dise, attendez, c'est pas cohérent. Donc ils expliquent pourquoi, je ne sais pas, c'est peut-être facile à dire, il faut réfléchir. Allez, une question à ma gauche. Deux réflexions rapides sur le présent et futur des RCP, peut-être pour recadrer dans le cadre de la réunion. Antoine, il y a 4 ans, dans cette réunion, tu avais dit c'est dommage qu'on ait attendu la chirurgie pour faire ce RCP. En fait, toute la thématique d'aujourd'hui, actuellement, les RCP sont dirigés vers la chirurgie. En fait, on prend la prise en charge d'obésité sévère, c'est peut-être ça.
Et quand tu dis qu'on n'a pas encore de data sur la préparation, il faut déjà avoir des objectifs dans la préparation. Et on l'a bien dit, ces objectifs, ils ne sont pas super précis. Phénotyper le comportement alimentaire, c'est très intéressant. C'est difficile, mais c'est intéressant parce que ça permet déjà, c'est ce qu'on fait nous à 7, c'est l'approche qu'on a eue depuis longtemps, de vraiment typer pour bien dire qu'est-ce qu'on veut faire avant. Ça, c'est la première chose, que ce soit dans le terme du comportement alimentaire ou des comorbidités. Et je pense que les RCP doivent évoluer vers ça. Elles sont un peu trop chirurgico-centrées et peut-être pas assez de dire que la chirurgie est une étape. C'est la première chose. La deuxième, c'est que justement pour améliorer le avant et le après, il y a d'autres choses qui doivent se développer, l'intégration notamment d'un point de vue fonctionnel des spécialistes APA, y compris dans les staffs, parce que relancer la machine avant, ça peut être intéressant, ne serait-ce pour qu'ils perdent un peu de poids pour te rendre la chirurgie facile. Et la deuxième chose, c'est aussi au niveau du sommeil. Je pense que l'obésité sévère a permis de voir bien sûr le nombre d'apnées du sommeil, mais derrière, il y a d'autres maladies du sommeil, comme le syndrome obésité-hypoventilation, qu'on peut voir avec des index apnée-hypopnée à 10, à 12, qui peuvent être cause de mort subite, avant, pendant ou après la chirurgie. Et donc, je pense que ça aussi, ce sont des thématiques qui doivent être développées, parce que des fois, quand on traite des troubles du sommeil, on traite un peu des cercles vicieux, on améliore déjà le patient en pré-op. Donc, je pense que les RCP, voilà, elles doivent diversifier leurs objectifs, leurs intervenants, mais être bien précises sur ce à quoi elles servent, pas seulement à dire on opère pas. C'était une petite réflexion. Merci de ce commentaire. Je crois qu'à ma droite, il y avait un commentaire des participants. Oui, je voulais faire une petite réflexion, mais David m'a devancé. Je pense que la RCP doit avoir un rôle aussi de conseil, parce que le patient arrive souvent avec une idée préconçue, il pense à un type d'intervention, ou l'anneau, ou le bypass. Et actuellement, avec le panel d'intervention qu'on a à notre disposition, je crois qu'il faut choisir à bon escient l'indication opératoire. Et ça, je pense que c'est vraiment le rôle de la RCP, d'aiguiller le patient et de lui exposer vraiment les avantages et les inconvénients de toutes les indications. Je pense qu'il y a encore de bonnes indications pour l'anneau gastrique, à condition qu'elles soient bien choisies. On a tous en mémoire des patients qui ont maigri énormément avec leur anneau, qui n'ont aucune pathologie, aucun trouble, qui sont ravis de leur anneau et qui ne voudraient d'une autre technique pour rien au monde. Alors je crois qu'il faut laisser quand même la chance à l'anneau dans certains cas.